juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Armano et aujourd'hui on va échanger dans le podcast Devenir triathlète avec un petit jeune né en 2004. Punaise, il a 24 ans de moins que moi, mais il n'en est pas moins talentueux. Je suis très heureux de recevoir Gaspard Tarot. Salut Gaspard. Salut Armano, salut à tous. Encore une fois, je fais amende honorable. Je m'excuse pour le retard, pour l'enregistrement de cet épisode, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Si tu as un peu de temps à me consacrer, on va pouvoir rentrer en long, en large et en détail sur toi, sur ta carrière et sur tes objectifs. Écoute, Gaspard, tout simplement, la première question, je te laisse te présenter. Dis-nous tout, qui est Gaspard Tarot ? Alors bonjour à tous, donc moi c'est Gaspard Tarot, comme a dit Armano, j'ai 19 ans. Je suis athlète élite, membre de l'équipe des Sables Vendée Triathlon sur les Grands Prix de D1 et également membre du pôle espoir de triathlon à Montpellier. Et en parallèle de ça, je mène aussi un projet scolaire en école de commerce à l'EM Lyon. L'EM Lyon que tu as intégré post-bac ou après 2 années de prépa ? C'était post-bac. Là, je suis en 2e année d'un bachelor de 4 ans. Waouh. Avec toi, c'est pas tout dans les muscles, rien dans la tête. Au contraire, c'est tout dans les muscles et tout dans la tête. On mélange les deux. Ouais, c'est ça. Clairement, l'objectif, je me suis dit que je pouvais pas directement me lancer à 100% dans le triathlon. Et j'ai besoin d'avoir une stimulation intellectuelle autre que le sport. Donc je trouvais ça intéressant et pertinent et presque essentiel pour moi d'avoir un projet autre que le sport. Donc pour moi, c'est l'école de commerce. Et je suis aussi content de pouvoir penser autre chose que du sport, c'est-à-dire découvrir plein d'autres thématiques différentes que le sport, la relation aux autres, des choses comme ça, et je trouve que ça m'épanouit et je suis très heureux de faire ce double projet. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu t'orienter vers l'école de commerce ? Parce que souvent, les sportifs, pas par facilité, mais parce que c'est une passion, choisissent plutôt des études vers le sport. Beaucoup sont en STAPS, quelques-uns en médecine, parce qu'il y a aussi quelques ponts entre la médecine sur le côté scientifique, le corps, le mouvement, etc. Voire kiné. Toi, qu'est-ce qui a fait que tu te sois orienté plutôt vers l'école de commerce ? Alors mon choix s'est orienté effectivement vers une école de commerce parce que tout d'abord mes parents sont dans le secteur du commerce, donc j'ai pu avoir certaines notions basiques depuis mon plus jeune âge avec eux. Donc ils ont aussi fait une école de commerce, pas l'EM Lyon mais une autre. Et en fait j'ai trouvé que sur une école de commerce il y avait plein de thématiques différentes abordées, donc c'était très large. Et ça m'a beaucoup plu, et le fait que ça soit aussi une école de commerce orientée vers le sport quand même, qui a un fort accent vers le sport, ça m'a rendu fier et je suis très content de faire partie de cette école. Et il y a certaines thématiques aussi qui reprennent le sport, mais c'est pas essentiellement que du sport. Donc je trouvais ça très intéressant. Ouais, parce que donc là, on l'aura compris, tu as intégré l'EM Lyon dans la filière, alors que tu m'expliquais qu'ils appellent talent, mais en gros, c'est un sport-études. C'est-à-dire que vous avez des horaires d'études aménagés pour pouvoir pratiquer votre sport, pour pouvoir partir en compétition, et puis vous avez des facilités pour suivre les cours, pour rattraper éventuellement les devoirs, ce genre de choses. Voilà, effectivement, c'est 100% adapté en fait à chacun. Donc on peut revisionner les cours en replay. On peut allonger le bachelor qui est initialement sur 4 ans, sur plus d'années, 5-6 ans. Donc c'est vraiment en fait adaptable à chacun et c'est ce qui m'a plu dans ce parcours. Tes objectifs sur le plan académique, voire professionnel, une fois que tu auras terminé ce bachelor, c'est de t'orienter vers un métier plutôt sur le commerce, plutôt sur la création d'entreprise. Tu as déjà des idées ou tu vas te donner une chance sur le triathlon mais avec un diplôme en poche ? Alors moi dans ma tête ça serait tout d'abord de valider ce bachelor du coup sur 4 ans, ce qui m'amènerait à la fin des années espoir et un peu faire un bilan à cet instant et voir vers quelle voie je vais partir, soit vers l'école et donc continuer sur un master ou me lancer à 100% dans le sport en ayant tout de même un bachelor en poche.
Ouais, parce qu'après le bachelor, tu peux continuer sur le master en 1 ou 2 années, voire même au-delà. Alors après, tu l'as dit, tu feras le bilan à la fin de ton bachelor, voir aussi le bilan sportif, où est-ce que tu en es, notamment sur le triathlon. Pour rester sur le triathlon, comment est-ce que tu as découvert le sport, Gaspard ? Alors, la découverte du triathlon s'est faite par mes parents, en fait, qui ont pratiqué du triathlon avant moi quand j'étais jeune. Donc moi, j'ai commencé à la base, je viens de la natation. Donc j'ai fait les années basiques de natation. J'ai appris à nager dans un club de natation. Ensuite, mes parents se sont mis au triathlon. Et j'ai progressivement basculé vers le triathlon en m'inscrivant dans un club de vélo. J'étais ensuite licencié dans un club d'athlé. Et ensuite, j'ai fait la bascule en triathlon. Donc depuis 7 ou 8 ans, je pratique du triathlon assez régulièrement et assidûment, j'ai envie de dire. Ça veut dire quoi pour toi, régulièrement, assidûment ? C'est combien d'entraînements par jour ? Combien d'heures d'entraînement par semaine ? Quelle répartition entre les 3 sports, voire plus, dans ta semaine d'entraînement ? Alors, on va dire une semaine typique d'un athlète comme moi, c'est entre 22 et 27 heures par semaine d'entraînement. Donc, j'ai environ 6 natations par semaine, entre 5 et 7 vélos et entre 5 et 7 courses à pied. Et il faut savoir qu'en plus de la préparation physique, il y a aussi une préparation mentale. Donc j'ai un suivi avec une préparatrice mentale, j'ai un suivi aussi avec une nutritionniste et je fais en plus aussi forcément de la préparation physique en salle de musculation 2 fois par semaine. Donc c'est vrai que ça fait des semaines qui sont quand même bien chargées. On va pas se le cacher. Quand est-ce que tu te reposes ou que tu étudies avec tout ça ? En fait, j'essaye de jongler entre les cours, le sport, mais il n'y a pas trop de temps mort. C'est une semaine qui reste quand même très chargée, mais je peux pas me plaindre. Le triathlon, c'est ma passion et franchement, moi, c'est des heures de passer à l'entraînement, c'est que du plaisir et du bonheur. Donc, je vais avec joie à l'entraînement, donc c'est franchement, moi, je vis là entre guillemets la vie de rêve. Là. C'est parfait. Et attends, c'est que le début, parce que là, tu vis la vie de rêve pendant tes études, mais une fois que tu auras fini, que tu t'orientes vers le domaine professionnel ou vers le domaine professionnel sportif, tu seras certainement encore en plein dans ton rêve. Oui, c'est clair. Mais je suis déjà très satisfait de ma vie actuelle, donc que du positif. Bon alors, tout ça, ça t'emmène où, d'un point de vue triathlon ? Tu nous as dit que tu fais partie de l'équipe de France Espoir. Où est-ce que ça t'emmène en termes de compétition ? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton palmarès depuis ces 3-4 dernières années ? Donc moi, faut savoir qu'au fait, au début, j'ai commencé la pratique du triathlon, j'avais un niveau vraiment basique loisir. Et en fait, progressivement... Mais en venant de la natation, ça aide déjà pas mal, parce que le triathlon, on le gagne pas forcément par la natation, mais on peut le perdre à cause de la natation. Donc quand on est un bon nageur, ça aide déjà. Oui, c'est sûr. Après, par exemple, pour te donner un ordre d'idée, sur mes premières années de triathlon, je me qualifiais pas encore au championnat de France. Donc c'est venu progressivement, petit à petit, j'ai eu ma qualification. Après, j'ai fait mes premiers top 5, mes premiers podiums. Et là, dernièrement, j'ai pu participer donc 3 fois au championnat d'Europe junior. Avec une médaille, 2 médailles sur le relais mixte et une médaille en individuel sur ces 3 années. Et j'ai pu aussi participer au championnat du monde junior à Montréal il y a 2 ans, donc avec une 4e place. Et en parallèle de ce circuit international, je cours aussi sur le circuit national en D1 avec les Sables depuis maintenant 2 ans où j'essaye d'apporter ma touche à l'édifice des Sables Vendée Triathlon et j'ai réalisé plusieurs top 40. Donc, voilà. Ouais, parce que quand on court en D1, il y a le fait de gagner, ok, ça c'est une chose, mais il y a aussi le fait que tu cours avec et pour l'équipe, et donc on prend les résultats des premiers qui créent le classement par équipe. Toi, tu apportes plus que ta pierre à l'édifice, tu soutiens l'équipe en participant. Oui, c'est ça. En fait, les 3 premiers de chaque club apporte des points à l'équipe et en fait le but c'est d'avoir le moins de points possible par rapport au classement. Par exemple, si je fais 40e, j'apporte 40 points et si je fais 15e, j'apporte 15 points. Donc le but c'est d'avoir un global le plus petit possible. Et d'ailleurs je suis membre de l'équipe avec Jérémy que tu as reçu aussi récemment. Donc voilà, je suis très fier de faire partie de cette équipe qui est quand même pas loin de ma ville d'origine, Nantes.
Donc, moi, je suis du Grand Ouest. Donc ça me tient à cœur de porter ces couleurs et je suis très satisfait. Voilà, du coup, tu fais des beaux écarts quand tu retournes à Nantes et après quand tu retournes en cours à l'EM Lyon. Et en même temps, quand tu es au pôle à Montpellier, tu te balades un peu partout en France. Ça fait des belles sorties vélo, tu me diras. Ça fait des belles sorties vélo, c'est vrai. Mais ouais, c'est vrai que la vie de triathlète nous amène aux quatre coins de la France, aux quatre coins du monde. Donc faut savoir s'adapter. Mais moi, ça me dérange pas trop. Je découvre plein de paysages différents. On voit plein de personnes différentes. Franchement, c'est très enrichissant. Sur les paysages, justement, quand tu pars en compétition sur une Coupe du Monde, sur une Coupe d'Europe, est-ce que tu as vraiment le temps de visiter, de faire du shopping, du lèche-vitrine ou autre, ou c'est vraiment focus très compétition, vous arrivez la veille et vous repartez le lendemain de la compète, et puis entre deux, il y a la compète et après il y a les récup? Alors, faut savoir que moi, j'ai quand même fait beaucoup de déplacements avec la fédération. Donc, généralement, on part 3-4 jours avant. Et en fait, on visite pas énormément. C'est vrai qu'on visite que, par exemple, quand on va à la piscine ou quand on va sur la piste, on voit un petit peu les paysages de la ville, du coin. Mais sinon, c'est vrai que c'est quand même très focus triathlon, très focus récupération, surtout avant la course. Et c'est vrai qu'après la course, on essaye de se relâcher un peu, de se décontracter un peu. On va dans un petit restaurant ou un petit bar, boire un coup, se refaire la course avec les copains. Mais c'est vrai que sur un déplacement en compétition, c'est quand même beaucoup axé forcément performance, récupération et pas trop loisir ou lèche-vitrine comme tu dis. Alors j'allais te demander un petit peu comment ça se passe un déplacement avec l'équipe de France, mais j'ai entendu un truc. Attends, vous allez boire des coups avec les copains après la compète? Attends. Parle-moi de l'hygiène d'un triathlète de haut niveau que tu es. Alors moi je fais quand même très attention à mon hygiène, même si ça pourrait pas le paraître, du coup comme j'ai dit qu'on allait boire des coups. On a le droit d'aller boire un verre de gazeuse, hein, c'est pas interdit. Oui, c'est vrai. C'est vrai que nous on boit pas de l'alcool. Hein. Moi je bois pas d'alcool, c'est que un petit soda ou tu vois quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que l'hygiène c'est très important. Maintenant la performance ça joue à des détails et je pense que la nutrition c'est un gros axe de travail pour moi et même pour beaucoup de monde je pense. J'essaye de faire attention à avoir les bons apports au bon moment, suffisamment. Mais après, je t'avoue, la pizza, une fois par semaine, elle y passe quand même. Hein. Ça fait toujours plaisir. Ouais, mais on va mettre ça sur le dos aussi de tes semaines très chargées entre l'entraînement, les déplacements, les cours. Et puis, je suis sûr que tu as plein d'autres projets à côté. Voilà, il y a un moment, t'as pas le temps de cuisiner, tu vas chercher la pizza, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vas chercher la pizza et tu te retrouves avec les copains et tu passes un bon moment. C'est important aussi de savoir relâcher la pression, penser à autre chose, s'aérer l'esprit. Alors, tu disais tout à l'heure que justement, t'es suivi par une préparatrice mentale. Ça fait longtemps que tu travailles sur cet aspect-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu as intégré dès le début ou c'est venu progressivement ou peut-être même que c'est venu suite à une déconvenue qui t'est arrivée et où tu t'es dit là, il va falloir que je travaille sur cet élément-là? Alors, pour moi, la préparation mentale, elle a commencé il y a environ 1 an. Donc, avant, j'avais des bilans annuels à faire, mais c'était pas un réel suivi. Et là, depuis 1 an, je suis sur un suivi de une fois tous les 10 jours, en fait, où je vais voir la préparatrice mentale pour diverses choses variées qui peuvent être de la vie de tous les jours, mais aussi de l'entraînement, en fait. Et c'est vrai que depuis ça m'apporte quand même beaucoup en confiance en moi, qui était un des points à travailler. Et j'en ressors avec que des bonnes ondes et que des ondes positives pour la suite. Donc pour moi, c'est comme la nutrition, c'est un axe de travail et il faut que je continue à axer là-dessus. Et ça fait partie intégrante de la performance. Je pense qu'un athlète heureux, sain et clair dans sa tête va performer. C'est l'objectif, effectivement. Et c'est vrai qu'on est un petit peu dans le bon moment. Si on reparlait de prépa mentale, il y a peut-être même pas 10 ans, on n'avait pas forcément la même approche. Là, maintenant, ça évolue quand même pas mal. Je pense positivement pour les athlètes et pour les encadrants aussi, qui sont peut-être plus ouverts à ce genre de pratique et aussi à comprendre mieux les athlètes qu'ils encadrent. Bah oui, c'est sûr que nous, on a un profil, les sportifs de haut niveau, assez unique. Et c'est vrai que pour les préparateurs mentaux, c'est toujours un petit challenge, un petit défi d'essayer de nous trouver des solutions à droite à gauche pour pallier à nos problèmes. Mais au début,
pour rien te cacher, j'étais un peu réticent à l'idée de faire la préparation mentale, me livrer un peu mes points faibles, montrer mes faiblesses à quelqu'un d'autre. Mais en fait, ça va devenir une force, je pense, à terme. Et c'est déjà une force de savoir ses faiblesses et pouvoir les travailler. Donc, je ne regrette pas, d'avoir mis l'accent là-dessus. Et je pense que ma préparatrice mentale doit être contente aussi de me voir, d'avoir toujours quelque chose à régler, à corriger. Donc c'est important et je pense que c'est presque essentiel pour la performance d'un athlète de haut niveau. Justement, tu disais que c'est un avantage pour toi de savoir quelles sont tes faiblesses pour pouvoir travailler dessus. Comment est-ce que tu travailles là-dessus justement ? Est-ce que c'est toi qui vas vers ta prep mentale en lui disant tiens cette semaine, aujourd'hui, dernièrement j'ai ressenti tel problème et après vous essayez de travailler sur le sujet et éventuellement ça va donner lieu à des enseignements ou est-ce que c'est plutôt elle qui y va par sondage quand vous vous parlez tous les 10 jours, vous avez 5-10 minutes de small talk et puis elle essaye d'en tirer des choses? C'est un petit peu des deux en fait. Généralement elle me dit comment s'est passé ces derniers jours, je lui explique. Et si j'ai des points à travailler qui me semblent essentiels, je lui ai dit. Sinon, elle me dit des choses que je pourrais améliorer par rapport à l'entraînement surtout. On travaille surtout à l'entraînement pour l'instant parce que la période des compétitions n'est pas encore arrivée. Mais c'est souvent moi en fait qui remarque des petites anomalies, des petites faiblesses. Je lui en parle et elle me donne les techniques ou des façons de corriger ces petits défauts-là. Et vous travaillez uniquement sur la façon sur de l'oral et puis tu lui partages ce qui te pose problème et puis vous essayez de dégrossir le trait et puis après de mettre en place des techniques, ou est-ce que vous travaillez aussi sur d'autres pans comme par exemple la respiration, comme par exemple le sommeil, comme par exemple la méditation? Alors du coup il y a des deux en fait parce que elle me donne des techniques orales pour m'aider justement et on travaille aussi là avec le pôle, on a un axe sur l'apnée et la respiration, donc on fait beaucoup de cohérence cardiaque. Donc on fait aussi de la visualisation. Mais c'est vrai qu'il y a les deux méthodes et les deux méthodes me plaisent. Et là plus récemment, du coup, comme je disais, on a commencé un cycle d'apnée. Donc c'est aussi un travail mental en apnée. C'est même beaucoup de mental. Donc c'est intéressant et je pense que ça va renforcer mon mental du coup. Donc cette prep mentale, c'est toi qui as été la chercher, ou c'est elle peut-être qui est venue vers toi, ou c'est une prep mentale qui est proposée par le Pôle Espoir? C'est une préparatrice mentale qui est proposée par le Pôle Espoir et qui est déjà depuis quelques années en partenariat entre guillemets avec le Pôle Espoir. Okay, donc c'est quelqu'un qui connaît déjà le milieu, le monde du triathlon, les spécificités du triathlon et qui te permet aussi justement, comme tu disais, de t'aiguiller pour l'instant sur les entraînements, mais aussi sur les compétitions, sur les choses à mettre en place. Oui, ça me paraissait essentiel d'avoir une préparatrice mentale qui connaît le triathlon un minimum et qui sait de quoi je parle sur des aspects plus techniques. Donc franchement, je me voyais pas ne pas faire sans elle, sachant qu'elle est partenaire du pôle et qu'elle connaît très bien le triathlon. Bon, tu peux la citer si tu veux. On n'est pas, nous, on aime bien quand on rend hommage aux gens qui font du bon boulot. Coucou au Tria, merci beaucoup pour le travail qu'on fait et je suis très content. Donc voilà, petite dédicace à Autria. Donc ça, c'est un des aspects que propose le pôle pour vous permettre d'accéder encore plus à la performance. Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur lesquels vous travaillez? Tu parlais tout à l'heure de la nutrition, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui est proposé par le pôle Espoir de Montpellier? Est-ce que c'est quelque chose qui est suggéré? Est-ce que vous avez des spécialistes avec qui vous échangez dans le cadre du pôle, ou là, ça va être toi qui va essayer de te constituer un staff avec des personnes de confiance? Alors, c'est vrai que depuis que j'ai intégré le pôle, il y a beaucoup de personnes qui nous sont proposées, donc comme la préparatrice mentale, mais aussi la nutritionniste. Donc là, c'était tout d'abord, c'était un bilan qu'on devait effectuer chaque année pour voir un peu comment ça se passait de ce côté-là. Et s'il y avait des petites choses à corriger ou sinon on se sentait, on pouvait basculer sur une préparation au niveau de la nutrition, donc un suivi. Et là, c'est une personne que le pôle nous a proposée qui est partenaire avec le CREPS de Montpellier, donc qui s'occupe essentiellement que des sportifs. Et sinon, quand j'étais basé sur Nantes, c'est vrai que j'essayais de prendre un peu à droite, à gauche sur des personnes qui sont un peu connues dans le monde du sport sur Nantes. Mais là, le fait d'avoir intégré un pôle, ça me facilite quand même beaucoup la vie sur ces points-là. Donc
c'est franchement un plus d'être un pôle espoir, c'est d'avoir un staff complet autour de nous qui nous aide dans les moments difficiles ou les moments où tout va bien. Oui, juste les moments où on va pouvoir aller chercher ce petit gain marginal qui va faire que on va passer d'un très bon athlète à un excellent athlète. C'est ça. Ça implique quoi d'ailleurs d'être dans le pôle espoir de Montpellier? Parce que, compris, tu es pensionnaire de l'EM Lyon. Donc, est-ce que ça veut dire que tu dois aller, que tu es basé en fait à Montpellier? Est-ce que ça veut dire que tu vas régulièrement à Montpellier? Ou est-ce que ça veut dire que tu bénéficies juste, je mets bien des guillemets, juste de l'accompagnement de ce pôle espoir? Non, du coup là, j'ai emménagé sur Montpellier depuis quelques mois. Et sinon, concernant l'école, en fait, il y a des regroupements qui sont obligatoires à effectuer dans l'année, donc sur les campus de l'école. Donc sur 3-4 jours, toutes les promos se rassemblent sur Lyon, Paris ou Saint-Étienne. Mais je suis basé sur Montpellier depuis quelques mois et franchement, la vie dans le sud de la France n'a rien à voir à la vie du Grand Ouest. Pour l'entraînement, c'est franchement top. Ouais, que ce soit le Grand Ouest ou le Grand Est, je te confirme, ça n'a rien à voir. Et encore, ça dépend quel sud. Montpellier, t'es bien. Moi, je suis à Castres, à 2 heures de Montpellier, et c'est quand même pas la grosse fête non plus. Hein. Ouais. Bah, nous, là, franchement, on a des conditions d'entraînement idéales. Hein. D'ailleurs, Montpellier, ça reste un fief dans le triathlon. Beaucoup de triathlètes habitent sur Montpellier. Et ça implique quoi en termes de déplacement? Parce que Montpellier, il n'y a pas d'aéroport international. Donc, quand tu dois te déplacer, que ce soit en Europe ou même ailleurs dans le monde, il faut mettre en place aussi les déplacements vers les aéroports. Vous y allez en train, en car, en vélo? Comment ça se gère tout ça? Alors non, on emmène notre vélo, mais on n'y va pas en vélo. On prend généralement l'avion à l'aéroport de Montpellier et on monte sur Paris. Donc ça nous fait un petit vol d'1h30, à peu près 2 heures. Sinon, on prend le train, mais généralement, moi, je prends l'avion. Donc c'est vrai que ça rajoute forcément un vol en avion en plus. Sachant que moi, j'essaye quand même de faire attention à mon bilan carbone annuel. Donc c'est pas un point qui favorise ce bilan carbone, mais j'essaye de le compenser autrement via un partenariat que j'ai avec une société qui compense mon bilan carbone à l'année. Waouh, ça c'est sympa. J'allais te dire justement en termes de bilan carbone, c'est chaud d'être un sportif de haut niveau et surtout quand on doit partir loin parce que non seulement tu es triathlète courte distance, donc tu te déplaces pour 1 heure, 2 heures de course, souvent de l'autre côté du globe, donc le bilan carbone au final est pas top, mais si tu compenses, waouh, c'est pas mal. Ça c'est une initiative que toi tu as mis en place toi tout seul ou pareil c'est le Pôle Espoir qui propose ce genre de choses? Non, c'est vraiment mon côté personnel et ça me tenait à cœur de faire attention à ça et c'est vrai que j'essaye de faire attention dans mon quotidien, prendre surtout le vélo, les transports en commun, sachant que les transports en commun sont devenus gratuits à Montpellier, ça amplifie le fait de faire attention. Mais en sachant que en général j'effectue entre 15 et 20 déplacements à l'année, donc que ce soit en voiture, en train, en avion. Donc mon bilan carbone est assez élevé et j'essaye de le compenser via la reforestation dans la France, dans toute la France. On a rapidement passé en revue ton palmarès. En termes d'objectifs sur l'année 2024, t'en es où? Quels sont les gros milestones qui vont arriver? Alors du coup pour moi ça sera une année de découverte sur le format M et aussi une découverte sur la catégorie U23 senior, entre guillemets, donc les Coupes d'Europe senior. Donc je vais essayer de me qualifier au championnat d'Europe U23. Pour une première année, je pense que ça pourrait être ça peut être un bel objectif. Et bien entendu, le podium en D1 avec les Sables Vendée. Bien entendu. Bien entendu. Un bel axe de travail et un bel objectif sur ces 5 étapes. En termes de cette année 2024, année olympique en France, je pense que ça n'aura échappé à personne. Toi, je comprends que tu n'es pas encore positionné là-dessus, surtout que tu vas découvrir la distance M, donc forcément pour monter sur cette fameuse distance M qui est distance olympique, il faut un petit peu plus de bouteilles. Du coup, 2028, c'est déjà quelque chose à laquelle tu penses dès maintenant? Bah oui, forcément, j'ai dans un coin de la tête Los Angeles 2028. Après, j'essaye de prendre étape par étape chaque course, chaque année, et je verrai bien où j'en suis en 2028, mais je me mets vraiment pas la pression et c'est plus un rêve
qui est assez lointain pour l'instant, mais qui reste dans un coin de ma tête. 2028, tu auras fini tes études depuis 2 ans normalement, à moins que tu rempiles sur des masters, donc c'est loin sans être si loin que ça finalement. Ouais, c'est vrai que je me disais déjà à Tokyo 2024, ça me paraît loin, mais c'est arrivé tellement vite. Donc c'est vrai que ça, dans le triathlon, on se rend compte que ça émerge de plus en plus tôt, de plus en plus vite. Donc faut pas perdre de temps, mais je me mets pas la pression. Et comme je le dis, je le prends étape par étape et je verrai bien où je serai en 2028. Comment tu construis ces étapes justement ? T'es tout seul, t'es accompagné, t'as un coach, tu t'auto-coaches, t'as tous les triathlètes qui vivent à Montpellier t'aident. Enfin, comment tu construis tout ça, déjà tes entraînements, et puis aussi comment tu construis ces étapes ? Je construis ça essentiellement avec ma coach du coup, Carole Péon, qui est la coach du pôle espoir, et aussi avec mes parents qui m'accompagnent dans mon double projet et qui sont là pour m'épauler. Mais les objectifs plutôt sportifs se font avec le coach forcément, où on essaye de mettre des objectifs majeurs, des objectifs un peu plus mineurs, et on essaye de jongler entre ça pour avoir une belle saison complète, sans trop de courses, mais avec des beaux objectifs, et voilà, c'est parti. Bon, c'est déjà pas mal. Comment ça se passe la relation avec ta coach justement, puisque tu dis que c'est Carole Péon qui est au Pôle Espoir qui te coach. Avant, tu étais coaché comment ? Alors avant d'arriver sur Montpellier, j'étais au CREPS des Pays de la Loire de Nantes. Donc c'était un pôle régional, donc pas un pôle France mais un pôle régional. Ça s'appelle le CRAN Triathlon Pays de la Loire, donc c'est un centre d'entraînement régional. Et c'était Tristan Le Corvec qui m'a suivi pendant 3-4 ans et dont j'ai fait mes plus belles performances pour l'instant avec ce groupe-là. Donc, forcément, après, je viens d'arriver sur Montpellier, mais c'est vrai que c'était 3-4 belles années avec des amis d'enfance qui ont grandi avec moi. Et là, depuis quelques mois, du coup, je découvre de nouveaux partenaires, un nouvel environnement. Mais franchement, ça me plaît et je sens que j'avais besoin de nouveautés, donc pas déçu de ce changement. Comment on gère ça justement, j'imagine qu'après avoir passé 3-4 ans avec un coach, et puis surtout tu me disais tout à l'heure que pour toi c'était important d'avoir un équilibre aussi, de ne pas faire que penser triathlon, donc de pouvoir te ressourcer. C'est venu souvent dans la discussion, tu vas boire des coups avec des potes, tu sors un peu de temps en temps, etc., tout en ayant une très bonne hygiène de vie, on le rappelle. Ça fait quoi de se dire, bon bah voilà, là je vais aller intégrer un pôle espoir, ça va être à plusieurs centaines de kilomètres de la maison, donc je risque de moins voir les potes, devoir changer de staff. Comment on se prépare à ça ? Moi, faut savoir que je suis de nature pas trop stressée, donc je vis les étapes comme elles viennent, donc je me mets pas la pression. Et je sentais qu'en fait j'arrivais à bout de souffle à Nantes, j'avais besoin de nouveautés, d'un nouvel élan, d'une nouvelle page. Et j'ai regardé un peu les différents groupes qui se proposaient à moi tout autour de la France. Et c'est vrai que le pôle de Montpellier m'a beaucoup plu par ses aspects de logistique, donc avec un gros staff, par son climat, par la coach Carole où le feeling est vraiment bien passé entre nous. Et là du coup je viens d'emménager avec ma copine aussi, donc ça fait encore un autre changement, parce que j'habitais avant chez papa-maman. Donc ça fait plein de nouveautés, mais je les accueille à bras ouverts et je les prends qu'avec du bonheur, de la positivité. Et franchement, je suis très content d'avoir fait ce changement et je suis très épanoui. Bon alors attention à la charge physique, le fait d'avoir emménagé avec ta copine, ça rajoute encore une épreuve de plus, une discipline de plus dans la prépa au triathlon. Oui, ça va. Après, elle fait aussi du triathlon à haut niveau, donc elle sait ce que je vis et on vit pas mal de moments ensemble à l'entraînement et en dehors, donc c'est plus un plus qu'un poids à porter. Et ça fait quoi justement de vivre sa passion avec sa moitié ? Tu disais que tes parents ont découvert le triathlon et c'est grâce à eux que tu as découvert le triathlon, donc il y avait déjà cet aspect un peu famille, partage, bon moment avec tes proches. Là, avoir une copine qui est aussi triathlète de haut niveau, ça fait quoi de partager ces moments-là avec sa moitié ? Moi, je suis très fier de pouvoir partager ces moments-là. Ça bonifie encore plus les moments de bonheur que j'ai déjà juste dans ma pratique du triathlon, et ça facilite aussi notre quotidien parce qu'on sait ce que chacun éprouve quand il rentre d'une séance difficile, son état. Donc franchement, c'est que du positif, que du plus, et
ça peut que m'aider et je pense que ça nous aide mutuellement à progresser et à avancer. Donc on est très content et on espère que ça va durer longtemps comme ça. Pour toi, la prochaine étape sur l'aspect sportif, tu disais, c'est continuer à avoir des qualifs en équipe de France. Pour pouvoir passer en équipe de France senior avec les grands, on pense à Dorian, on pense à tous les autres. Quelles sont les prochaines étapes à franchir pour aller te confronter aux meilleurs de la planète dans le sport ? Alors déjà, il faut savoir qu'on se confronte entre guillemets sur les grands prix, donc on peut déjà apercevoir le niveau, le gap qu'il y a entre les très grands de ce sport et les un peu moins grands comme nous. Et surtout que j'aime à le rappeler, en France, on a quand même le premier circuit de première division de triathlon. C'est c'est le meilleur du monde. Il n'y a pas à discuter. Donc effectivement, quand tu fais une manche de Grand Prix, il y a de grandes chances que tu croises le fer avec les meilleurs. Bah oui, et franchement, pour des athlètes comme moi, des jeunes athlètes, c'est un super outil de travail et de progression. Donc c'est un axe que j'essaye de travailler en participant le plus possible à CD1. Mais c'est vrai que du coup, pour revenir à la passerelle entre les jeunes comme moi et les plus anciens, entre guillemets, ça va se faire par des bons résultats sur des championnats internationaux U23, Espoir, puis par des premières sélections sur des World Triathlon Series, et petit à petit jusqu'à leur top niveau mondial. Par aller mettre des petites piquettes aux meilleurs sur les Grands Prix et puis après être qualifié, c'est ça ? Ouais. Il y a encore un peu de travail, mais on espère que ça va vite arriver. Et toi, tu te sens comment justement par rapport à cette marche à atteindre dans l'équilibre, dans la préparation dans laquelle tu te livres au quotidien avec tes 27 heures d'entraînement par semaine ? T'as l'impression qu'il y a encore beaucoup de travail à fournir, beaucoup de marches à gravir avant d'arriver tout en haut ? Oui, je pense qu'il y a un réel fossé, et ce qui est normal, je pense. Mais en fait, j'essaye pas d'atteindre leur niveau tout de suite. J'essaye de progresser à mon rythme, petit à petit, et de voir jusqu'où ça va mener. Mais quand on voit leurs analyses de course, leur vitesse de déplacement, c'est vrai que ça peut donner mal à la tête. Mais là, pour l'instant, je me concentre sur moi. J'essaye de progresser à mon rythme. Et c'est vrai que quand on les croise en déplacement, on essaye de leur parler, de leur demander des petits conseils, comment ils étaient à notre âge, comment ils ont fait. Et c'est vrai que c'est enrichissant et c'est que du plus. Mais le fossé est quand même encore important et je pense qu'il est normal à nos âges. Normal, il y en a qui se révèlent assez vite, assez fort, et tu pourrais en faire partie. Espérons que cette année, l'année prochaine, tu exploses et puis tu puisses commencer à les tutoyer. Bah oui, j'espère, c'est ce que j'espère, on verra bien, mais on reste régulier dans l'entraînement et on verra où ça va nous mener. Sur l'organisation de l'entraînement, justement, donc on a compris, tu t'entraînes beaucoup dans la semaine, toute l'année. Est-ce que tu prends certaines périodes de pause ? Est-ce que ça fait partie de l'entraînement, la récupération de plusieurs jours, plusieurs semaines ? Alors, il faut savoir qu'en général, dans l'année, il y a une grosse coupure de 2 à 3 semaines où on essaye de complètement penser à autre chose que du triathlon, faire plein d'autres activités qu'on n'aurait pas le temps de faire à d'autres moments de l'année. Et sinon, en général, c'est des récupérations sur une journée max, qui sont à peu près toutes les 2-3 semaines, où on va faire un petit jour off, se relâcher, se décontracter. Mais sinon, on essaye d'être quand même le plus régulier possible dans l'entraînement, et je pense que c'est ce qui paye. Donc, il n'y a pas tellement de répit dans l'année et dans la vie d'un triathlète. Tu nous as livré quelques trucs déjà, quelques bonnes infos. Est-ce que tu vois d'autres axes de progression de ton côté, au-delà de la prépa mentale que tu as déjà enclenchée, la nutrition que tu as enclenchée, la préparation physique, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres axes de progression, d'amélioration ? Alors, comme je le disais précédemment, je pense que le travail sur l'apnée, ça peut être un beau point. Travailler sur sa respiration, savoir bien respirer, parce que c'est vrai que pour certains, c'est pas forcément inné de bien respirer. Mais parce que quand on parle d'apnée, ça veut pas juste dire retenir sa respiration, ça veut dire tout le travail qu'il y a autour de la respiration. C'est ça, préparer son apnée, savoir prendre de l'air, bien l'expirer. Donc je pense que c'est un des axes sur lesquels il faut que je continue à travailler, et je pense qu'avec ça déjà je serai bien complet
pour performer. C'est tout ce qu'on te souhaite. Ça ressemble à quoi d'ailleurs une séance d'apnée pour les jeunes du Pôle Espoir de Montpellier? Vous vous retrouvez dans l'eau, hors de l'eau? Est-ce que tu y vois aussi des bénéfices au-delà de tout ce que tu viens de nous expliquer? Mais par exemple, pour un départ triathlon, est-ce que tu arrives à faire des apnées plus longues pour pouvoir te placer mieux, plus vite? Alors généralement, en fait, on fait une séance par semaine où on va faire, entre guillemets, on appelle ça un thème ventilation. Donc on va faire, ça va être un travail de respiration sur du 5 temps, 7 temps, 9 temps, sur des 25, des 50 apnées, et on va mélanger un petit peu de tout ça. Et de temps en temps, on va mener un petit peu d'intensité avec de l'apnée, donc c'est pas forcément très évident à chaque fois, mais c'est vrai qu'en course, ça nous apporte sur plusieurs points. Sur l'avant-course, forcément, savoir se calmer, se maîtriser en faisant des grandes inspirations, des grandes expirations, ou des moments peut-être plus durs où on est entre guillemets dans la mousse en natation, où on est un peu sous l'eau, il faut savoir prendre une grande inspiration, garder une apnée ou des choses comme ça. Et c'est vrai qu'on a aussi fait de la cohérence cardiaque, donc tous les jours on fait un petit peu de cohérence cardiaque pour s'apaiser et réguler notre système respiratoire, qui nous aide forcément à mieux performer après l'entraînement. Tu en vois déjà les bienfaits? Par exemple, si tu fais la cohérence cardiaque un petit peu tous les jours, j'imagine que ça te permet de comparer sur le résultat de la veille, sur celui de la semaine d'avant, sur celui du mois d'avant. Alors oui, depuis qu'on a commencé l'apnée, j'ai fait des réels progrès sur l'apnée même, et même sur la prise d'air et l'expiration de l'air, parce qu'avant en fait je me rendais compte que je savais pas respirer à 100% en fait. J'étais à mon 75% et là je commence à atteindre mon 100% et je sens qu'il y a des bénéfices sur les phases de récupération, surtout quand c'est très court, savoir bien ventiler pour repartir le plus efficacement possible avec le plus d'air possible. Donc il y a plusieurs axes où j'ai progressé et je pense que quand les compétitions vont arriver, ça va pouvoir me servir à mieux performer. On suivra ça avec attention. Qu'est-ce qui vous fait ça au Pôle Espoir de Montpellier? Alors c'est Carole qui a initié avec un apnéiste professionnel. Mais en fait c'est un apnéiste qui fait lui des longueurs en bassin, en fait, sur des distances assez longues, sur du 100, 200, voire plus en apnée. Et on a initié ça depuis quelques mois et tous les membres du pôle ont vu des effets bénéfiques à ça. Donc on est tous très contents et on va poursuivre sur cette voie encore un bon moment, je pense. Ouais, je pense que c'est un peu le sujet dont pas mal de gens parlent. Ça parle aussi pas mal dans la communauté trail et ultra trail de savoir gérer sa respiration. Et je pense que c'est effectivement un axe de progression qui vient pas forcément en tête à prime abord, mais sur lequel on peut pas mal évoluer. Ouais. Et puis surtout, on en voit aussi très rapidement les bienfaits au-delà de ce qui va autour, de savoir mieux respirer, etc. Tu te dis, faire une apnée, que ce soit à sec ou dans l'eau, on apprécie facilement si avant on faisait 30 secondes et maintenant 1 minute, les évolutions. Ouais, c'est clair. C'est que du plus pour un triathlète. Donc si vous voulez devenir triathlète, vous pouvez aussi faire de l'apnée à côté. C'est un bel axe de progression. Ouais, surtout que ça marche mieux dans ce sens-là, c'est-à-dire être ou devenir triathlète. C'est plus facile après de devenir apnéiste que d'être apnéiste pour devenir après triathlète. Donc remarque, ça marche aussi. Oui, les deux sens marchent. Mais justement, tu m'as tendu une belle perche. Le podcast s'appelle Devenir triathlète. J'ai l'habitude de demander à mes invités comment est-ce que, à ton avis, on peut devenir triathlète? Je pense que pour devenir triathlète, il faut découvrir d'abord le triathlon. Donc aller découvrir une épreuve qui peut être diverse et variée, sur du long, du court distance, du relais. Et faut pas hésiter à y aller. Franchement, au début, moi, j'avais rien d'extraordinaire. J'ai juste essayé. Ça a accroché directement et depuis, je ne lâche plus le triathlon. Mais osez y aller et vous verrez, vous serez pas déçus. Et pour devenir un bon triathlète, je pense que le point à retenir, c'est d'être régulier et constant dans sa pratique. Donc, à son échelle, si c'est 5 heures par semaine, c'est 5 heures. Si c'est 10 heures, c'est 10 heures. Mais essayez d'être le plus régulier possible. Et vous verrez, je pense que ça va payer dans les mois à venir. Gaspard, merci beaucoup pour ton retour. Merci beaucoup pour ces tuyaux, tout ce que tu nous as délivré pendant cet épisode. Pour finir, où est-ce qu'on te retrouve? Sur quels réseaux sociaux on peut te suivre et on peut éventuellement t'encourager? Parce que j'imagine que tu prends tous les encouragements, les applaudissements et autres. Oui, avec plaisir. Donc vous pourrez me retrouver sur Instagram et sur Facebook sur mon compte gaspard.taro.
et sur LinkedIn Gaspard Tarot pour suivre mes actus. Merci encore, on te souhaite une bonne continuation et puis on espère que tu signeras des beaux podiums. Moi je garde en ligne de mire 2028, tu vois. LA 2028, j'aimerais bien avoir un petit Gaspard Tarot là-bas. On croise les doigts, on verra bien. Super, merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.